Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Loin du bruit et de la colère, on ne sait pas si c'est un changement de stratégie ou si c'est la solennité du moment qui le commandait. Emmanuel Macron a en tout cas fait un choix, celui de l'évitement pour commémorer le 8 mai. Que ce soit le matin sur les Champs-Élysées ou l'après-midi à Lyon, une image restera, celle d'un homme seul à l'écart de la foule et des opposants à la réforme des retraites. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Lyon, Jean-Luc Boujon. Elles sont loin, les casseroles, tenues à distance à 600 mètres de là par un strict périmètre de sécurité lorsque le président visite l'ancienne prison de Montluc. Il a ainsi tout le temps de s'attarder dans la cellule où Jean Moulin fut emprisonné, torturé en juin 1943, avant de prononcer un discours en forme d'hommage à la résistance. Ils furent près de 10 000 à entrer à Montluc par cette porte, sous la menace des armes allemandes, jetés dans ces cellules de 4 mètres carrés, où 8 personnes dormaient à même le sol, parce qu'ils avaient choisi de résister. Un discours qui permet aussi au président de convoquer l'histoire pour répondre à Jean-Luc Mélenchon et à sa mauvaise République. Moulin et Bloch nous disent que la République française n'est par définition ni mauvaise ni néfaste. Elle est nécessaire, vitale, juste. Mais pendant son discours, certains manifestants à quelques centaines de mètres de là s'en prennent à la mairie du 3e arrondissement, colère de la maire, l'écologiste Véronique Dubois-Bertrand. Il y a eu des vitres cassées. Pour moi, toute forme de violence est condamnable. Une action qui a finalement provoqué l'annulation de la rencontre prévue entre le président et le maire de Lyon, Grégory Doucet. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Les réactions du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, hier sur Twitter à propos de ces incidents. Jean Moulin, les enfants d'Isieux et les millions de morts de la Seconde Guerre mondiale méritent le silence et le respect. Dans l'actualité également ce matin, ce rebondissement dans l'affaire des pizzas Buitoni contaminées. 4 familles refusent l'arrangement financier proposé par le groupe Nestlé. Le scandale sanitaire a fait 2 morts parmi les nombreux enfants contaminés à la bactérie E. coli. C'est intoxication alimentaire qui a entraîné l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide et blessures involontaires. Ça, c'est pour le volet pénal. Sur le plan civil, Nestlé est parvenu à un accord financier à l'amiable avec les familles de victimes, sauf que tout le monde n'est pas d'accord avec cet arrangement. David Montagnier. Oui, c'est le cas de 4 familles dont les enfants ont été contaminés. Parmi eux, 2 fillettes de 7 et 1 ans, originaires de l'Hérault et de la Vienne. Elles ont été sévèrement touchées, mais n'ont pas gardé de séquelles. Les parents, eux, n'ont pas souhaité s'associer à la démarche collective lancée par une 60aine de victimes. Pour maître Nathalie Goutalan, qui les défend, certaines zones d'ombre ne sont toujours pas levées. Ce qui me gêne dans ce dossier, c'est qu'on peine à obtenir des réponses à certaines questions, puisqu'il semble qu'à l'époque des faits, l'usine ne disposait pas d'un agrément sanitaire pour l'activité en question, à savoir une activité de produits à base de viande. C'est très surprenant, ça n'est pas expliqué aujourd'hui. Difficile dans ces conditions d'accepter si tôt dans la procédure une indemnisation amiable, une façon aussi de s'interroger plus largement sur l'efficacité en France des contrôles de l'industrie agroalimentaire. David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. Chaque fraude fiscale est grave, mais celle des plus puissants est impardonnable. Citation de Gabriel Attal. Les ultra-riches et les multinationales sont dans le collimateur du ministre des Comptes publics. Il dévoile dans Le Monde une grande partie du plan du gouvernement pour renforcer la lutte contre la fraude fiscale. Présentation prévue aujourd'hui. Parmi les mesures sur la table, une hausse de 25% des contrôles fiscaux sur les gros patrimoines, des contrôles tous les 2 ans pour les 100 plus grandes capitalisations boursières, un œil aussi sur la fraude à la TVA. Autant d'annonces qui laissent presque de marbre Vincent Drezet, porte-parole d'Attaque et ancien secrétaire général du syndicat Solidaire Finance. La facturation électronique en matière de TVA. C'était prévu depuis septembre 2021 pour être progressif entre 2024 et 2026. Ça sera peut-être accéléré. On va sans doute reparler également d'intelligence artificielle. Très bien. Simplement, aujourd'hui, les résultats ne suivent pas puisque l'intelligence artificielle est à l'origine de plus de la moitié des contrôles fiscaux. Mais en termes de rendement financier, on est entre 9 et 13% selon les années. Le gouvernement a également annoncé un renforcement du service d'enquête judiciaire des finances. C'est intéressant parce que les personnels peuvent par exemple procéder à des perquisitions ou des écoutes téléphoniques. Dans le même temps, il y a 3000 suppressions d'emplois à la Direction générale des finances publiques d'ici 2027. Par ailleurs, on a aussi modifié le sens même du contrôle fiscal, puisque de plus en plus, on demande de favoriser les régularisations, quitte même à ne pas poursuivre certaines investigations. Et donc, cette réorientation est très mal vécue dans les effectifs qui peinent à assurer leur mission. Vincent Drezet, porte-parole d'Attaque et ancien secrétaire général du syndicat Solidaire Finance. J'ajoute que le ministre Gabriel Attal sera invité demain face aux auditeurs d'Europe 1 Midi, présenté par Romain Desarmes. Et vous pourrez évidemment poser vos questions à un ministre des Comptes publics. Alors, c'est pas ce midi, c'est donc bien demain, entre midi et 13h sur Europe 1. Venons-en à présent à la guerre en Ukraine et les sanctions européennes au cœur de la visite du ministre des Affaires étrangères chinois en Europe. Allemagne, France et Norvège dans cet ordre. Gang va tenter de rapprocher les positions chinoises et européennes alors que Bruxelles vient de voter un nouveau paquet de sanctions à l'encontre de Moscou. Et c'est aussi de cela dont il va s'agir. Le régime chinois veut éviter
éviter à ces entreprises d'être les victimes collatérales de la politique économique des Européens. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Pour la première fois, la Commission européenne vise 8 entreprises chinoises et de Hong Kong accusées d'exporter des biens sensibles vers la Russie, des drones, des pièces électroniques et des semi-conducteurs pouvant être utilisés par les radars et les missiles antiaériens. La Chine redoute ces sanctions européennes qui viendraient s'ajouter à celles déjà très lourdes de Washington visant certaines de ces entreprises. Le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, a donc mis les points sur les i juste avant l'arrivée du ministre en Europe. Pas question d'accepter la moindre sanction. Écoutez. Cela porterait gravement atteinte à la coopération avec la Chine et aggraverait la confrontation, ce qui est très dangereux. L'Union européenne ne doit pas s'engager sur une mauvaise voie, sinon la Chine ne manquera pas de sauvegarder ses droits légitimes. La Chine menace donc l'Europe à son tour de mesures de rétorsion si des sanctions devaient viser ces entreprises. Il faut dire que la Chine a fortement accru ces derniers mois sa coopération politique et économique avec son voisin russe, venant compenser largement l'effet des sanctions internationales. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. La province de l'Alberta appelle le gouvernement fédéral canadien à l'aide face à des incendies devenus hors de contrôle. Près de 400 000 hectares de forêt ont déjà brûlé. Plus de 30 000 personnes ont dû être évacuées. Et puis direction la Corse où un restaurateur bastiais propose à ses clients de payer l'eau du robinet pour lutter contre la sécheresse. 10 centimes la carafe d'eau à partir d'aujourd'hui. Attention, il ne s'agit pas d'une obligation, ce serait contraire à la loi. Le gérant compte sur la générosité de ses clients pour défendre cette cause environnementale. Reportage à Bastia du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Tout part d'un constat de gâchis sur la terrasse de Michael Gillot. Pour le service, c'est une centaine de carafes par jour. Si les gens boivent toute la carafe d'eau et la terminent, c'est pas un problème. Par contre, des gens qui vont la boire à moitié, là, on peut pas la réutiliser. On la prend, on la jette sur le trottoir. Les clients du Conti se verront donc proposer de payer 10 centimes la carafe, somme que le restaurateur promet de remettre à des associations. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le restaurateur n'est gagnant de rien là-dessus. Il y a juste la volonté de pouvoir réfléchir à comment on utilise l'eau. Et puis, est-ce que maintenant, on peut continuer à mettre des carafes d'eau sans compter. Et les clients qui viendraient chez moi, il pourra dire que sa carafe d'eau, moi, elle a servi peut-être à planter un arbre. L'initiative est fort louable, mais a peu de chances de se développer sur l'île, estime Christophe Giraud, restaurateur à Bastia, lui aussi est membre de l'UMI. L'initiative va devoir être appliquée, trop compliqué à mettre en place, et puis pour peu de retour, parce que vendre une carafe d'eau, déjà, la vente combien ? 10 centimes. Vous imaginez combien il faudrait en vendre ? C'est utopique. Et ce, alors que les ressources hydriques de l'île restent sous haute surveillance, même si les autorités prévoient cette année une situation un peu moins préoccupante. Un reportage à Bastia de Stéphane Burgat. Allez, le football, Antoine Camboiré n'est plus l'entraîneur du FC Nantes. Limogeage officialisé par le club hier soir. À 4 journées de la fin, les Canaries, 17e au classement, sont tout proches de la relégation. Et qu'en sera-t-il pour Laurent Blanc à Lyon ? D'après le journal L'Équipe, il est menacé suite à l'éviction de Jean-Michel Aulas. Affaire à suivre, évidemment. On en parlera ce soir dans Europe 1 Sport.